Bonsoir et merci d'être avec nous. L'invité du jour est le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. Vous représentez la circonscription Français établis hors de France, série 1. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer qu'est-ce que cela recouvre exactement comme territoire géographique ? Que les gens comprennent. Vous êtes élu du monde entier, en fait. Absolument, l'ensemble des Français de l'étranger. Je fais partie avec 11 de mes collègues au Sénat de ceux qui ont l'honneur de représenter l'ensemble des Français qui vivent hors de France. Sauf que vous êtes un habitué des pays de l'Est, vous avez vécu en Pologne, vous avez vécu en Ukraine, vous avez travaillé là-bas même, puisque vous avez monté des affaires dans ce pays. Vous connaissez très bien les Balkans, vous êtes entre autres le président délégué du groupe France-Balkans occidentaux. Vous avez donc une vue très précise sur la Roumanie et depuis longtemps. Quel est l'état actuel des relations franco-roumaines ? Déjà, je dirais il faut arrêter de parler d'Europe de l'Est, parler d'Europe centrale et orientale. Allez-y, faites-vous plaisir, monsieur. Parce que non, mais c'est important. C'est important pour la pédagogie et la manière d'aborder cette partie de l'Europe. Pour les auditeurs français qui ne vivent pas justement en Europe centrale et orientale, que d'éviter de garder les visions d'avant 89. C'est parfait. Détaillez alors, s'il vous plaît. Alors, sur les relations franco-roumaines, écoutez... Non, sur l'Europe centrale et orientale, ça c'est très intéressant. Non, expliquez. Non, mais sérieusement, faisons un peu de pédagogie, c'est pas plus mal. Ça fait partie des choses, des mots qu'on utilisait, que j'utilise de temps en temps, mais finalement, il faut éviter de le faire parce que ça donne une impression que il y a l'Ouest et l'Est. Et que tous les pays qui sont rentrés en Europe en 2004 et en 2007 finalement font encore partie de l'Europe de l'Est avec tout ce que ça peut comporter de décalage, de préjugés, alors que finalement depuis 20 ans il y a quand même eu énormément d'évolution et que je dirais même que de ce point de vue-là on est à un moment absolument sensible parce que après des années de transition démocratique puis des années de route vers ce qu'on appelle en Europe centrale et orientale, même si ça choque en France les structures euro-atlantiques. Mais ici, ça choque moins. Ici, ça choque pas parce que voilà, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Je dirais en tant que Français que je le regrette, mais je sais que c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et donc on l'utilise ici. Et puis donc la route vers ça. Et puis une fois qu'on est rentré dans l'Union européenne, 2004 pour certains pays, 2007 pour d'autres, finalement l'apprentissage d'États membres. Et aujourd'hui, on sent qu'on est au-delà. Voilà, toute cette période est passée. Et quand on regarde ces différents pays qu'on qualifiait avant 89 de pays d'Europe de l'Est, voilà, comme s'ils étaient tous pareils. Et c'est vrai que avant 89. Il y avait une réalité politique qui n'était pas très différente dans les différents pays. Il y a eu finalement des moments et des périodes avec les mêmes histoires. La transition, la route vers l'Europe, l'apprentissage d'être membre de l'Union européenne. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que ces différents pays sont en train de construire des choses différentes. Ils n'ont jamais été aussi divers. Donc il faut probablement aujourd'hui ne plus les qualifier de la même manière. Alors quand il y a Europe centrale et orientale, ça sous-entend pas la période 45-89 et ça c'est juste une appréciation géographique et ça me semble bien parce que aujourd'hui, il faut surtout voir que, et ça fait partie à mon sens de la donne pour l'avenir de l'Europe, c'est que c'est pas parce que vous êtes rentré en Europe en 2004 ou en 2007 que vous allez avoir par rapport aux sujets géopolitiques ou aux sujets économiques et sociaux la même appréciation, alors que jusqu'à présent, souvent, en fait, tous ces pays réagissaient à peu près de la même manière. Et on voit bien que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, quand on voit l'évolution de la République tchèque depuis que Václav Klaus n'est plus président, finalement, chaque pays... Pologne à l'envers. Celle de la Pologne aussi, mais finalement, chaque pays revient à ses fondamentaux historiques. Entendu. Donc, quelle est la photo du jour des relations franco-roumaines ? La photo du jour des relations franco-roumaines, c'est d'abord une relation qui historiquement, qu'on célébrera encore plus l'année prochaine, qui historiquement est bonne, et puis qui depuis la fin des années 90 a vu des investissements importants de beaucoup de sociétés françaises ici, qui finalement ont souvent précédé l'évolution des relations politiques. Et puis
Ensuite, aujourd'hui, des très belles réussites économiques. Vous pouvez les citer. Vous savez, tout le monde les connaît. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, moi, il me semble que quand on voit la croissance de Renault ces dernières années, finalement, c'est l'opportunité de l'investissement dans Dacia et ce que ça a permis comme évolution stratégique chez Renault. Ça a inventé un nouveau modèle, ça a permis à l'entreprise française de croître, d'être sur de nouveaux marchés avec des produits plus adaptés. Très honnêtement, c'est une réussite à la fois franco-roumaine, mais qui aujourd'hui s'applique à l'ensemble du monde et permet à un groupe français finalement aujourd'hui d'être présent en Afrique du Nord, d'avoir des produits adaptés à l'Inde, et finalement c'est une vraie réussite franco-roumaine. C'est une vraie réussite franco-roumaine. Et donc à partir de là, une relation, j'allais dire, qui n'est pas une relation à la tête, c'est vraiment une relation. Moi, je suis membre du groupe d'amitié France-Roumanie au Sénat. Dans cette affaire, je suis peut-être moins intéressant que les autres parce que tous mes autres collègues sont souvent maires d'une commune, et donc ils sont, parce que coopération, jumelage, coopération décentralisée, qui sont très vivantes, qui existent depuis longtemps. Entre la France et la Roumanie, et cette histoire, il faut continuer à la faire vivre. Au plus haut niveau de l'État, est-ce que ça a changé quelque chose depuis l'élection d'un nouveau président de la République, à savoir Klaus Iohannis, qui est donc depuis janvier dernier à Cotroceni? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est entre deux pays qui ont une histoire depuis longtemps entre eux, l'important, c'est la relation entre les sociétés civiles. C'est ça qui marque. Je ne suis pas un acteur quotidien de la relation franco-roumaine et je suis pas dans l'exécutif, donc je pourrais pas vous dire si tel ou tel jour ça se passe mieux, ça se passe moins bien qu'avec le président Băsescu ou pas. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce niveau de relations historiques, économiques et politiques, ce n'est pas le changement d'une personne qui changera la relation, même si toute personne peut la faire évoluer. Et je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui on soit dans une mauvaise phase. Entendu. Alors, justement, avec le regard qui est le vôtre, sans rentrer dans les détails forcément, les cas, les noms, il y a un spectacle de la corruption, comme on l'appelle ici, qui est extrêmement présent sur tous les écrans, dans tous les esprits, dans tous les médias roumains. On ne parle que de ça depuis très longtemps ici, et notamment depuis la fin du mandat du président Băsescu. Le spectacle des menottes, on dit en roumain, c'est un grand nettoyage en matière de corruption. Est-ce que vous réagissez politiquement, démocratiquement, géographiquement, comme collègue européen face à ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce qu'on en parle d'abord? On n'en parle pas beaucoup en France pour l'instant de cette... Bien entendu, on l'entend, mais c'est hier que j'ai pris toute la mesure de, effectivement, cette actualité-là. Alors, moi, ce que je vous dirais d'une manière un petit peu plus générale, c'est que ça fait aussi partie de plusieurs débats qu'on a eu en France, en particulier au moment de la loi sur la transparence de la vie politique il y a 2 ans. C'est que les responsables politiques, s'il y a un doute s'installe sur la nature de leur engagement, ne peuvent plus jouer leur rôle. Et par conséquent, il est évident que avoir une justice qui fonctionne et des hommes politiques qui ne sont pas protégés parce qu'appartenant à une certaine classe dirigeante, c'est essentiel. Parce que sinon, on ne peut pas convaincre. Si systématiquement, à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a un doute qui s'instaure sur notre sincérité et sur la raison pour laquelle on le dit. Donc à partir de là, moi j'ai soutenu en France les lois sur la transparence de la vie politique parce que ça me semble indispensable qu'il n'y ait pas de doute, parce que sinon on ne peut pas être, si on n'est pas un minimum exemplaire, on ne peut pas jouer notre rôle. Et un doute sur la sincérité s'instaure. Alors, je crois que ce type de démarche, si dans un pays on a l'impression que toute la classe politique
est suspecte, c'est bien effectivement que la justice puisse faire son œuvre. J'ajouterais quand même 2 remarques. La première, c'est que ça doit se faire sans que, par derrière, il y ait des manipulations obscures qui font que ce soit telle affaire qui tombe ou telle autre affaire, ou qu'il y ait des affaires qui soient créées. Je ne dis pas ça pour ici, mais j'ai observé d'autres situations comme ça dans d'autres pays. C'est bien de nettoyer les écuries, mais c'est pas choisir par opportunité politique celui qu'on fait tomber, celui qu'on ne fait pas tomber. Là, pour le coup, ça fait partie c'est un jeu politique malsain, parce que la politique, c'est pas ça. Si on fait s'il y a ce type de choses, ce nettoyage est nécessaire, c'est pas parce que c'est un acte politique en soi, c'est parce que c'est important pour que la politique puisse être crédible. Et donc, si le débat politique, ça devient finalement l'actualité des affaires, alors on ne fait plus de débat politique. Et d'un autre côté, il y a des moments où c'est indispensable. Et là, je pense à tous les débats. Là, vous interrogez ici, mais finalement, quand je vois, j'ai suivi beaucoup les affaires ukrainiennes depuis 1 an. On va y venir. Et ça fait partie aussi des choses qui sont très prégnantes. L'illustration pour redonner confiance dans la classe politique et dans la justice. Avec le sénateur Jean-Yves Lecomte, vos propos rappellent point par point ceux des diplomates occidentaux apposés en Bucarest, qu'ils sortent à chaque occasion, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup lorsque le débat sur la justice est engagé ici en Roumanie. Comment répondre à ceux qui s'indignent, à l'image de Cristiana Engel, qui est une membre du Sénat roumain, donc une collègue européenne. Elle appelait cela la semaine dernière l'ingérence étrangère. Je cite, elle demandait d'une manière très vocale la semaine dernière si la Roumanie était encore un État indépendant et souverain. Alors, chacun chez soi, et on n'en parle pas, et on ne se mêle pas de ce qui ne regarde que l'État en question, ou est-ce que la vision européenne et la pratique européenne, la morale européenne doivent prévaloir? J'enfonce une porte ouverte. Aidez-moi à la maintenir ouverte. Moi, je dirais la première. D'abord. Mais c'est un débat qui est réel en Roumanie. Ils ne vont pas venir nous donner de conseils ces étrangers. Si j'étais juste populiste, je vous dirais il faudrait faire un sondage sur ce que pensent les Roumains de sa remarque. Mais ce serait une réponse un peu courte et pas très honnête intellectuellement. Celle qui est indispensable, c'est de savoir qu'à partir du moment où on est membre de l'Union européenne, on a un dialogue sur la manière dont fonctionne de la justice et il y a des principes. Et donc, moi, je ne veux pas inciter à un grand nettoyage par principe. C'est la justice et c'est l'état de droit. Voilà. À partir de là, oui, quand on est membre de l'Union européenne, il y a eu des transferts de souveraineté. Oui, il y a des principes qu'on partage, et à partir de là, oui, il peut y avoir des ingérences, puisque sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas de la... Enfin, quand je dis ingérence, il y a eu des transferts de souveraineté qui font qu'effectivement, il y a des débats. Quand on est quand on est dans l'Union européenne, il y a des valeurs qu'on partage et qui sont contrôlées en commun. Et à partir du moment où elles sont contrôlées au commun, c'est pas que les diplomates décident à la place du peuple. Non, c'est pas ça. C'est que finalement, on va pas remettre en cause toute l'architecture européenne à chaque fois qu'il y a une élection dans les 28 pays. En février dernier, on va changer de sujet, mais ça c'est important et c'est tout proche de la Roumanie. En février dernier, donc, vous étiez avec Gérard Larcher, le président du Sénat français, et le sénateur Gérard Longuet, à la tête d'un groupe d'amitié franco-russe, Gérard Longuet, à Moscou. Vous étiez 3. Vous avez rencontré le président Poutine pendant 1 heure dans sa villa de Novo-Garevo. Vous étiez donc chez lui, pratiquement, pour parler de l'Ukraine. C'est une visite qui n'a pas été appréciée de tous en France, même au sein de votre propre camp. 3 mois après, où en est-on? Autrement dit, et pardonnez ma brutalité, à quoi cela a servi? Je crois que cette visite fait partie des gestes que la France doit faire pour montrer qu'elle ne souhaite pas la rupture avec la Russie et qu'elle considère que pour sortir de la situation actuelle en Ukraine, on doit parler
avec elle et donc échanger et essayer de la comprendre et voir comment elle fonctionne. Je ne dis pas que je n'ai pas été choqué par un certain nombre de paroles que j'ai entendues de la part de certains de mes collègues, que ce soit le président Narishkin de la Douma ou Madame Matvienko. Je ne prends pas pour argent comptant tout ce que j'ai entendu à Moscou. Toutefois, si on veut résoudre le problème, il faut parler avec ceux qui le créent. J'avais aussi veillé à être en Ukraine la semaine précédente, de manière à être complètement au fait de la manière dont les Ukrainiens vivaient, la manière dont les accords de Minsk avaient été confirmés, pour que finalement je dispose de tous les éléments au moment de cette visite à Moscou. On peut pas vouloir régler le problème et refuser de parler avec une partie, et en particulier la partie qui a créé le problème. Donc, à partir de là, c'était logique. Et moi, j'ai constaté lors de cette visite que les Russes, finalement, acceptaient de discuter du sujet. Ça nous a permis d'insister sur le fait... Discuter, oui, mais évoluer. De toute façon, il n'y a pas ce que évolué. Le président Poutine a signé, il y a eu des engagements pris à Minsk. Nous ne lui avons pas demandé de remettre en cause Minsk pour discuter avec nous. Ce que nous lui avons fait passer, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative au respect de ces engagements. Et qui est très aléatoire sur le terrain, ce respect. C'est très aléatoire sur le terrain, c'est clair. Mais vous savez, de ce point de vue-là, si vous voulez essayer de résoudre le problème, il faut essayer de comprendre toutes les parties. Je ne suis pas dupe sur beaucoup de choses que la partie russe peut dire. Et hier, nous avons ratifié le traité au Sénat, le traité d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Je sais aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés en Ukraine. Mais... rien ne remplace le dialogue. Donc à partir de là, aller à Moscou pour évoquer ces questions, montrer que la France est aux côtés de l'Ukraine pour faire respecter son intégrité territoriale, c'est important, mais considère que dans tous les cas, nous n'obtiendrons pas ce résultat sans poser la question et dire clairement à Moscou: c'est votre responsabilité aujourd'hui que de faire en sorte que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée et que les accords de Minsk soient respectés. Voilà, on a essayé à Minsk de régler un problème entre Européens, c'est aujourd'hui à Moscou de faire en sorte qu'il reste un problème, que le problème ne s'internalise pas. Alors, nous sommes à Bucarest, on ne va pas parler des frégates, des Mistral, mais les Roumains se demandent, beaucoup d'entre eux, s'ils doivent avoir peur ou pas de ce qui se passe aujourd'hui à quelques centaines de kilomètres d'ici. Écoutez, par la mer, c'est même pas 600 km. Il est clair que la manière, les choses imprévisibles que la Russie a pu faire en Ukraine, d'abord en Crimée et ensuite dans le Donbass depuis un peu plus d'1 an, sont une surprise pour beaucoup. Donc il faut rester vigilant. Maintenant, il faut pas non plus. Il faut être prêt à tout. On n'est pas dupe d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui dites officiellement par les responsables russes. Mais d'un côté, vous n'êtes pas dupe, ces déclarations très dures que vous prenez pour de l'argent comptant, soyons clairs. Pardon ? On n'est pas dupe, c'est-à-dire ce sont des déclarations très dures des responsables russes que vous prenez comme telles. Écoutez, quand vous voyez les propos de Poutine autour sur la Crimée avec le film Retour à la maison, vous voyez bien qu'il y a de la duplicité. Bon, voilà. Donc à partir de là, effectivement, on a légitimement une inquiétude sur l'évolution de la Russie. C'est clair. Entendu. Oui. Je répète la question du danger. Est-ce que le parapluie de l'OTAN, pour formuler ça de manière plus claire et plus précise peut-être, est suffisamment rassurant pour la Roumanie qui, encore une fois, est aux premières lignes ? Mais le parapluie de l'OTAN... il y a des engagements, il y a des la Roumanie fait partie d'une alliance.
Et donc l'alliance, s'il y a besoin, fonctionnera. Mais vous savez, c'est voilà, il y a pas de. Aujourd'hui, il y a une inquiétude sur l'évolution de la Russie qui fait que voilà, on doit être prêt à autre chose. Ceci étant, il y a des accords de défense, il y a une alliance. Je crois que la Russie n'a pas appris la mesure de finalement, alors qu'elle semble, pour elle, l'OTAN semble être le mal absolu. Mais en même temps, son action depuis 18 mois ne fait que renforcer auprès de ses membres, et en particulier de ceux qui sont en Europe centrale, la légitimité et justifie aujourd'hui, plus que jamais, je crois, pour les Roumains, que la Roumanie soit dans l'OTAN. Justifie pour les Polonais plus que jamais que la Pologne soit dans l'OTAN. Et ça, les Russes se feraient bien de s'en rendre compte, parce que finalement, à vouloir ce qui a été fait depuis 1 an est totalement contre-productif par rapport à leurs préoccupations qui est finalement de faire en sorte que l'OTAN n'existe pas. S'ils veulent que l'OTAN n'existe pas, il ne faut pas que les pays qui sont à la frontière de la Russie considèrent que c'est absolument indispensable pour eux d'être membres de l'OTAN. Moi, j'ai constaté depuis 10 ans que finalement, il y avait certains doutes sur l'engagement américain en Europe, etc. Et puis, finalement, brutalement, avec la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée, les pays d'Europe centrale se disent, oui, heureusement, il y a l'OTAN, parce que, comme ça, au moins, ça nous défend. De ce point de vue-là, ce que la Russie fait est totalement contre-productif par rapport à ce qui est annoncé, c'est à sa volonté d'affaiblir l'OTAN. Parce que si les pays européens considèrent que leur sécurité dépend de leur appartenance à l'OTAN, c'est finalement contre leur déclaration. C'était Monsieur le Sénateur Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste, précisons-le. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 19h15 en français, s'il vous plaît, ici et seulement ici, à RFI. Très bonne soirée à tous.